Bonsoir et bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici les grands titres de cette nouvelle édition. Sous la pression américaine, la RDC et le Rwanda ont signé un accord mercredi pour la mise en œuvre des mesures de sécurité à partir du 1er octobre prochain, selon l'agence Reuters. Un accord portant 2 engagements clés. Kigali devra lever les mesures dites défensives dans un délai de 90 jours. Et en revanche, Kinshasa devra avoir achevé la neutralisation des FDLR dans ce même délai. C'est une conférence de plus pour la RDC. Paris, la capitale française, s'apprête à accueillir une rencontre sur la crise humanitaire en RDC. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé à son homologue congolais Félix Tshisekedi mercredi lors d'un tête-à-tête à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Plus de temps à perdre à l'Assemblée nationale. Le président démissionnaire du bureau de cette chambre du Parlement, Vital Kamerhe, la remise est reprise avec le premier vice-président Jean-Claude Tshilumbayi. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple. Et puis en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy écope de 5 ans de prison de ferme pour corruption. Un verdict qui secoue la classe politique française face à une justice qui défie les intouchables. Les détails dans un instant sur la chaîne de l'Unité nationale. C'est peut-être un nouveau tournant diplomatique dans la crise sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo. Mercredi à New York, la RDC et son voisin agresseur, le Rwanda, ont signé un accord portant sur la mise en œuvre de mesures de sécurité conjointes. Selon une dépêche de l'agence Reuters parvenue à notre rédaction, à en croire les termes de ce document, les 2 pays s'engagent à des actions peut-être à partir du 1er octobre prochain. Kigali devra, dans un délai de 90 jours, lever les mesures dites défensives en termes clairs, retirer ses troupes du territoire de la RDC. En contrepartie, Kinshasa devra avoir terminé ses opérations de neutralisation du groupe armé FDLR. Les prétextes évoqués depuis plusieurs années par l'agresseur. Situation sécuritaire et crise humanitaire dans la région des Grands Lacs, c'est bien une surprise. La France s'engage à organiser une conférence internationale à Paris en octobre prochain. Une initiative présentée au président Félix Tshisekedi lors de son tête-à-tête avec Emmanuel Macron à New York en marge de la 80e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Reportage. C'est à la demande expresse du président de la République française Emmanuel Macron que cette rencontre en tête-à-tête a eu lieu ce mercredi à New York au siège des Nations Unies. Les 2 chefs d'État ont échangé, ceux-là seuls, sur le processus de paix en République démocratique du Congo et particulièrement sur la situation humanitaire préoccupante dans les provinces de l'Est. Le président Emmanuel Macron a fait part à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, de son initiative d'organiser à Paris au mois d'octobre prochain d'une grande conférence internationale sur la situation humanitaire dans la région des Grands Lacs. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a salué cette initiative et exprimé sa reconnaissance au président français pour son plaidoyer devant la tribune de l'Assemblée générale pour le respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi et Emmanuel Macron ont aussi fait le point sur le processus de paix et salué les étapes déjà franchies dans la quête d'une paix durable. Au bout d'une heure d'échange, les 2 chefs d'État sont sortis très détendus. Pardal, c'est Paris. À l'Assemblée générale des Nations Unies à New York, Donald Trump et Félix Tshisekedi ont dressé 2 diagnostics radicalement opposés de la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Si le président américain s'est vu un catalyseur affirmant avoir mis fin à la guerre dans l'est de la RDC, son homologue congolais en revanche veut des actes et appelle à une action aux résultats escomptés. Félix Tshisekedi a présenté la situation sur terrain à travers des statistiques mettant au grand jour l'hypocrisie des puissances occidentales et de l'ONU. Et Ebenezer Bwanga. Au cours des 7 derniers mois, j'ai mis un terme à cette guerre. Personne ne pensait que c'était possible. C'est un coup de gueule de Donald Trump durant la tribune de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le président américain, fort de son statut de chef de la première puissance militaire mondiale, a affirmé avoir mis un terme à cette guerre, citant celle de la République démocratique du Congo et du Rwanda. J'ai mis un terme à cette guerre.
Et dans tous les cas, ce sont des guerres sanglantes qui tuaient des milliers de personnes, notamment le Cambodge, la Thaïlande, le Kosovo et la Serbie, le Congo et le Rwanda. C'était une guerre, mais extrêmement violente. Cette déclaration, relayée par le département d'État, a suscité étonnement et critique, tant elle semble déconnectée de réalités régionales. Face à lui, un Félix-Antoine Tshisekedi qui a livré une version beaucoup plus ancrée dans le vécu congolais, s'appuyant sur les tensions persistantes et la présence continue de l'armée rwandaise et ses supplétifs de la FCM23. Des mots qui, pour nombre d'observateurs, corrigent le flou entretenu par Donald Trump, souvent accusé d'ignorer les subtilités du dossier congolais. Notre objectif demeure inchangé. Obtenir une paix juste, durable et vérifiable, non une accalmie factice et éphémère qui, depuis près de 30 ans, a trop souvent déçu l'espérance de notre peuple. Nous attendons de la communauté internationale qu'elle se tienne avec constance et courage du côté du droit. C'est à ce prix que la vérité l'emportera sur l'impunité et que la paix redeviendra possible. Madame la Présidente, il convient de préciser que le processus diplomatique engagé avec toutes les parties au conflit n'exclut nullement la quête de justice et de réparation. Si le monde hésite encore à nommer notre douleur, nous n'attendrons pas. Nous en sommes les premiers témoins. Nous en serons les premiers artisans de justice. Mais nous avons besoin de votre solidarité, de votre soutien et du respect plein et entier du droit international. Une interrogation demeure cependant. L'homme de Washington peut-il être un acteur crédible de la paix pour l'Est de la République démocratique du Congo? Le temps est le meilleur allié dans toute situation. À l'Assemblée nationale, c'est un tournant politique d'envergure qui s'est opéré ce jeudi au Palais du Peuple. Le président démissionnaire du bureau de cette chambre du Parlement, Vital Kamerhe, a officiellement passé le flambeau à son successeur provisoire, Jean-Claude Tshilumbayi, le premier vice-président. Dans une ambiance empreinte de solennité, mais aussi de tension feutrée, la cérémonie de remise et reprise s'est déroulée en toute discrétion, mais avec une forte charge symbolique. Suivez les deux personnalités. Je vous dis que les affaires de l'État continuent, les hommes passent, les institutions restent. Je vous souhaite bonne chance pour la période que vous aurez à gérer cette grande institution, la deuxième de la République. Bonne chance aussi pour la plénière ou les plénières qui auront consacré ma succession ici à ce poste de président de l'Assemblée nationale. Je suis parti avec beaucoup de souvenirs heureux ici. C'est pas la première fois que je parte. Je souhaite bonne chance aux autres. Merci pour l'amour et la collaboration dont vous m'avez témoigné. La République passe avant tout. Je vous encourage à continuer à défendre derrière le président de la République, les valeurs de la République, les intérêts de notre peuple qui nous a mandatés ici. Je vous remercie. Je reste à votre disposition. S'il y a un élément à clarifier, on directeur des cabinets est à votre disposition et moi-même je peux toujours vous rencontrer pour apporter l'éclairage nécessaire. Merci témoigner de cette grande expérience acquise pour avoir travaillé à vos côtés pendant cette longue période qui nous laisse bien évidemment de très bons souvenirs, des échanges sans quoi et surtout d'un travail en sincère collaboration. Vous pouvez être rassuré que, comme souhaité, nous tenterons de mener à bon port la courte mission qui nous est confiée ici par notre règlement et que nous veillerons toujours que l'image que vous avez laissée derrière vous par la gestion de cette grande institution soit préservée. Derrière la vision du chef de l'État que nous allons ensemble pérenniser, je retiens aussi les mots forts que vous avez prononcés à cette occasion pour le travail à battre pour l'intérêt de la République et la sauvegarde de barrières de ce qui nous est commun, c'est ce pays. Ce n'est pas nos petites personnalités qui comptent, mais plutôt les mettre devant comme intérêts fondamentaux qui structurent notre existence sera notre leitmotiv.
Dans la page économique, le gouvernement impose désormais l'affichage des prix uniquement en francs congolais sur toute l'étendue du territoire national. Une mesure annoncée par le ministère de l'économie nationale qui entend renforcer l'usage de la monnaie locale en mettant une plateforme en ligne pour suivre l'évolution des prix des produits de première nécessité. Détail dans ce commentaire de Meshach Lefaka. Appuyant l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, le vice-premier ministre en charge de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a dans un arrêté ministériel interdit l'affichage de prix de biens en dollars ou en toute autre devise étrangère. Désormais, indique le document, les prix des biens et services doivent être affichés exclusivement en francs congolais sur l'ensemble du territoire national. Les transactions à devises étrangères ne sont pas interdites. Cette décision, explique-t-on, vise avant tout à rappeler la primauté du franc congolais et à renforcer son rôle dans les échanges commerciaux. Pour plus de transparence et un meilleur suivi de l'évolution du marché, le ministère de l'économie a lancé la plateforme Talo qui publie chaque semaine le prix des 41 produits de première nécessité. Une plateforme accessible gratuitement par tous les citoyens via les sites officiels www.economie.gouv.cd. La population reste au guet dans l'attente de voir si cette mesure suffira à redonner confiance et stabiliser durablement le panier de la ménagère. Dans un pays où le dollar impose encore sa volonté dans les transactions. Malgré l'appréciation du franc congolais face à la devise américaine, les prix des produits de première nécessité demeurent élevés sur le marché à Kinshasa, une situation à la base des inquiétudes au sein de la population qui peine à ressentir les effets positifs de la santé de la monnaie nationale. Alors que le franc congolais connaît une légère appréciation sur le marché des changes, plusieurs Quinois sont encore sceptiques face à une situation qualifiée de contradictoire. Et apparemment, dollar et Kiti, comme 27, mais au centre-ville, les changeurs n'acceptent pas la baisse des taux d'échange. Même certains marchands refusent d'appliquer ce nouveau taux d'échange. S'il y a eu une baisse, elle devait être respectée par les changeurs. Certains Quinois déplorent le fait que le prix de biens et services ne suivent pas la même tendance. Les grossistes refusent d'appliquer le nouveau taux en maintenant l'ancienne tarification. J'apprécie le fait qu'il y ait eu une baisse des taux d'échange. Mais le phare du papier mouchoir qu'on achète reste au même prix. Rien n'a changé jusqu'à présent. D'autres révèlent même une hausse continue des prix de marchandises en dépit de la baisse du taux d'échange. Une contradiction qui suscite des frustrations et remet en question l'impact réel de cette amélioration de la monnaie nationale sur les quotidiens des Congolais. Kinshasa étouffe sous le poids des embouteillages. Pour y faire face, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani, a réuni mercredi 24 septembre les responsables de la police nationale congolaise. Objectif, appliquer les instructions présidentielles pour fluidifier la circulation de la ville. Mettre fin au calvaire quotidien des Quinois, bloquer des aires entières dans des embouteillages, constitue désormais la priorité du gouvernement. C'est dans ce sens que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani Louko, a réuni les responsables de la police nationale congolaise, notamment la police de circulation routière et ceux de l'inspection générale de la PNC. La rencontre s'inscrit dans le cadre de suivi des décisions issues de la 58e réunion du Conseil des ministres sur la problématique des embouteillages à Kinshasa, comme l'explique le chef de la police civile de Kinshasa, Israël Kantou. Pour mettre un peu à l'abri, makama ya nzila ezokosala mingi
komona ke bato ya police baza mingi te na babalabala. Et puis koyebisa bandeko nyonso ya population oyo baza baexage bayeba lolenge ya bango kotosa code de la route, bayeba kotosa pe oyo tozala balabala mpona kokengela bango. Donc na mayango nyonso mariki nyonso toyeki bakonzi nde epesi ke makanisi wana tokotiango na mosala mokolo ya yambo ya sanze ezokoya. Bongo biso force ya sécurité na défense tokozala likita monene lobi na stade de martyr na libanda lisano ya martyr po totia na misala mateya pe malakisi pe mitindi ya bakonzi. Des réformes humaines, de moyens logistiques et des consignes claires ont été promis pour faire face durablement au fléau des embouteillages à Kinshasa. S'imprégner des conditions de travail des directions et cellules de l'environnement et développement durable, tel est l'objet de la visite qu'a effectuée la ministre déléguée chargée de la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati-Tito. Sur terrain, un constat a été dégagé et un travail lourd pour des résultats moins efficaces au regard des enjeux de l'heure. Regardez. Partout où elle est passée, la ministre déléguée en charge de l'économie du climat, Arlette Bahati-Tito, a eu des échanges francs et directs avec le personnel. De la direction de la gestion forestière à celle du déboisement, de l'assainissement ou encore des ressources en eau, toutes ces structures font face aux mêmes défis. Manque de frais de fonctionnement proportionnels à leur capacité de mobilisation des recettes, déficit matériel et dans certains cas, absence de bureaux obligeant les services à travailler sous les arbres. Une situation qui n'a pas laissé indifférente la ministre Arlette Bahati-Tito. J'ai constaté qu'aujourd'hui, l'effectif est sur place. Nous sommes à 6500 agents. C'est quand même énorme pour des espaces assez confinés. Et j'ai remarqué quand même ils travaillent dans l'obscurité totale parce qu'il n'y a pas d'électricité. Mais ils sont confinés. Mais ici, même au niveau du secrétariat général, là où ils sont logés, ils sont en plein déguerpissement parce qu'il y a aussi la problématique de l'INERA. Donc tout ça, là, ce sont des problématiques et moi, je pense qu'il faut faire un plaidoyer pour qu'on ait nos bâtiments à nous, qu'on ait nos immeubles, pour qu'on puisse travailler dans de bonnes conditions. Il est anormal qu'à ces jours aussi, pour un si grand ministère, nous puissions travailler dans des conditions similaires. Pour moi, c'est très important pour justement être en contact avec les agents, mais également connaître la réalité sur place. Et de là, ensemble, nous allons établir un cahier des charges qui va nous permettre de pouvoir suivre, mais également tirer les conséquences par rapport à la situation actuelle et quitte à voir un peu quelles sont les innovations qu'on doit apporter dans notre ministère. Profitant de l'occasion, la ministre déléguée a rappelé aux cadres et agents la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la nouvelle économie du climat. Elle les a invités à conjuguer leurs efforts et à travailler avec abnégation pour les meilleurs résultats. Cap sur le Sud Kivu où l'heure est à la mobilisation des recettes fiscales sous l'impulsion du gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi. Il a été lancé officiellement mardi dans la ville d'Ouvira, la campagne fiscale, une initiative visant à renforcer les ressources locales et à soutenir le développement de cette zone frontalière stratégique. Les autorités appellent à la responsabilité citoyenne, détail dans ce reportage de la presse provinciale. Le gouverneur de province était représenté à cette activité par son directeur de cabinet, Maître Douni Aruniga Daniel, qui, dans son allocution, a félicité et encouragé Madame la ministre des Finances pour les efforts qu'elle fournit depuis son avènement à la tête de ses ministères. Il a profité de l'occasion pour communiquer aux responsables et agents chargés de la mobilisation des recettes les instructions du gouverneur des provinces, professeur Jean-Jacques Pouroussi, qui mise sur la maximisation des recettes et la lutte contre l'évasion fiscale et les tracasseries. C'est question de sensibiliser aujourd'hui le service technique générateur de recettes et tous les responsables et opérants dans ces domaines, de s'approprier la vision de son Excellence, Monsieur le Gouverneur, qui voudrait en fait que les assujettis payent en bonne et due forme, que les agents ordonnancent évidemment les assujettis, c'est-à-dire que les circuits financiers soient respectés. De sa part, Madame la ministre provinciale des Finances, Césarine Chinyere Chinja, a confirmé sa détermination d'aider à la maximisation des recettes pour faciliter au gouverneur des provinces de réaliser les projets de développement et contribuer à la sécurité de la province. Nous avons mis sur pied le plan stratégique de redynamisation et mobilisation des recettes en vue de leur promotion, et dans l'objectif aussi de voir comment on peut accéder à des projets de développement
pour aider notre province. Quand bien même nous sommes dans la guerre, mais on s'est dit qu'on ne peut pas croiser les bras. Et toute personne a besoin de se soutenir mutuellement afin d'atteindre l'objectif assigné par son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui est aussi la vision du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshilombo. Ont aussi pris part à cette activité plusieurs ministres provinciaux, le directeur de la Direction provinciale des mobilisations et encadrement des recettes DPMR, Habamungu Batumike André, les cadres et agents de la DPMR et ceux du service provincial de lutte contre la fraude. Rappelons que dans ces mêmes objectifs, le gouverneur des provinces venait de mettre en place un cadre permanent de concertation où les banquiers, les services d'assiette et le gouvernement provincial se parleront régulièrement. L'actualité en dehors de nos frontières, la justice française a condamné jeudi à 5 ans de prison ferme l'ancien président Nicolas Sarkozy. Il est accusé dans un dossier qui le compromet sur les financements libyens dans sa campagne en 2007. Il sera convoqué dans un délai d'1 mois pour connaître la date de son incarcération. Un verdict que l'accusé qualifie d'injuste et un scandale promettant qu'il fera appel. Suivez-le. S'ils veulent absolument que je dorme en prison, je dormirai en prison. Mais la tête haute. Je suis innocent. Cette injustice est un scandale. Je ne m'accuserai pas de quelque chose que je n'ai pas fait. Naturellement, je ferai appel. Sans doute devrais-je comparaître les menottes aux mains devant la cour d'appel. Ceux qui me haïssent à ce point pensent m'humilier. Ce qu'ils ont humilié aujourd'hui, c'est la France. Sport, d'abord le football. Les Léopards de la RDC s'apprêtent à livrer 2 matchs décisifs les 14 et 10 octobre prochains dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde. Des rencontres capitales qui détermineront leur sort dans la compétition et qui retiennent déjà l'attention de tout un peuple. Entre espoir, pression et ferveur populaire, les supporters attendent avec impatience de voir leurs fauves rugir et défendre les couleurs nationales. Today, Senegal played against Congo DR, and it was a very wonderful game in which Congo DR dominated the game. Après leur confrontation avec les Sénégal, le Léopard de l'RDC s'apprête à vivre un mois d'octobre décisif. Les 10 octobre, ils croiseront le Togo au stade de Kégué à Lomé avant d'accueillir le Soudan le 14 octobre au stade de Martyr de la Pentecôte de Kinshasa. 2 rencontres cruciaux qui constituent les derniers virages pour espérer décrocher un ticket pour la Coupe du Monde. Au-delà de l'enjeu sportif, c'est tout un peuple qui retient son souffle. Chaque match devient une véritable bataille où la détermination de joueurs, l'encadrement technique et le soutien de supporters pèseront lourd dans la balance. Le Léopard n'ont plus droit à l'erreur, la mission est claire, gagner pour garder en vie le rêve d'une qualification historique. Reste à savoir si l'équipe saura transformer la pression en motivation et répondre aux attentes des millions de Congolais. This was the first goal that Senegal scored, and there was too much happiness among the fans because scoring a goal is good in such kind of a game. Les élections au comité olympique congolais approchent à grands pas, mais la tension monte dans le milieu sportif congolais et pour cause. Christian Matata, actuel président de la Fédération de volleyball, a publiquement annoncé sa candidature à la présidence du COC. Mais cette annonce, loin de faire l'unanimité, suscite des réactions au sein des instances sportives nationales. Cependant, plusieurs voix s'élèvent déjà pour contester la légitimité de sa candidature. Parmi elles, Billy Kinkela, acteur influent du sport congolais, n'épingle pas ce mot. Il pointe du doigt un bilan largement négatif de Christian Matata à la Fédération de volleyball qu'il juge marqué par un manque de résultats concrets et une gestion peu transparente. Matata, Christian, a échoué partout où il a travaillé sur le plan professionnel comme sur le plan sportif, il a échoué. Lorsqu'on parle volleyball aujourd'hui, aucun club congolais n'a réussi à se classer dans le top 10. Aucun club congolais n'a réussi, même une fois, à se retrouver dans le dernier carré des compétitions africaines. Aucune sélection, que ce soit chez les messieurs comme chez les dames, n'a réussi à pouvoir se retrouver dans le dernier carré d'une compétition
africaine. Le volleyball est aujourd'hui en train de stagner. Rien ne marche dans cette discipline. Matata qui arrive à la FEVOCO, tous les gens qui ont fait un travail incroyable, les Jacob et les autres, il les a écartés pour régner seul. Lorsqu'on bénéficie des moyens de l'État, comme la FEVOCO en a bénéficié, et que les résultats du volleyball sont ceux-là, on ne peut pas, même en rêve, rêver de diriger le comité olympique. Mais la présidence du comité olympique congolais est loin d'être une simple fonction honorifique. Elle influence directement le politique sportive nationale. La candidature de Christian Matata cristallise le tension, relevant le fracture interne d'un mouvement sportif congolais en quête de réforme et de stabilité. C'est la fin de cette édition. Je vous rappelle ces grandes lignes. Sous la pression américaine, la RDC et le Rwanda ont signé un accord mercredi pour la mise en œuvre des mesures de sécurité à partir du 1er octobre prochain. Selon l'agence Reuters, un accord portant 2 engagements clés. Kigali devra lever ses mesures dites défensives dans un délai de 90 jours. Et en revanche, Kinshasa devra avoir achevé la neutralisation des FDLR dans ce même délai. C'est une conférence de plus pour la RDC. Paris, la capitale française, s'apprête à accueillir une rencontre sur la crise humanitaire en RDC. Le président Emmanuel Macron l'a annoncé à son homologue congolais, Félix Tshisekedi, mercredi lors d'un tête-à-tête à New York, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Et plus de temps à perdre à l'Assemblée nationale, le président démissionnaire du bureau de cette chambre du Parlement, Vital Kamerhe, fait la remise des reprises avec le premier vice-président Jean-Claude Chilumbaï. La cérémonie a eu lieu ce jeudi au Palais du Peuple. Et puis en France, l'ex-président Nicolas Sarkozy écope de 5 ans de prison dans 2 fermes pour corruption. Un verdict qui secoue la classe politique française face à une justice qui défie les intouchables. Merci de votre attention et bonne suite de programmes sur la chaîne de l'Unité nationale.